Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans un moment de partage, bienvenue dans un moment de plaisir, bienvenue dans ma rétrospective des meilleurs films de l'année 2023. Alors vous allez voir, il y aura du sang, il y aura des larmes, il y aura des déceptions, il y aura des surprises, il y aura finalement du suspense, mais surtout de la passion et de l'amour pour ce qui nous rassemble toutes et tous ici, à savoir le cinéma. On va bientôt commencer, le décompte touche à sa fin, alors surtout n'oubliez pas, les commentaires sont là pour que vous puissiez partager vos propres films. Numéro 10, Yannick. Alors là, écoutez, je ne pouvais pas ne pas mettre Yannick dans mon top, tout simplement parce que j'ai retrouvé mon Quentin Dupieux, le Dupieux des premiers films, le Dupieux de non-films, de Rubber, de réalité, de Wrong Cops, c'est-à-dire le Dupieux qui prenait un malin plaisir à nous arriver avec des ovnis inattendus, et ça a été le cas pour Yannick, distribué à la surprise générale cet été alors qu'il n'y avait aucune annonce qui avait été faite sur la réalisation de ce film, et surtout mon Dupieux chéri, le Dupieux de la déconstruction, le Dupieux qui joue avec les codes, le Dupieux de la mise en abîme, le Dupieux qui, non content de casser le quatrième mur, s'empresse immédiatement de démonter le deuxième, le troisième et également le premier. Bref, le Dupieux qui sait que le cinéma est un terrain de jeu et qui s'en amuse, tout simplement. Alors, je vais quand même vous résumer un petit peu l'histoire. Yannick nous raconte l'histoire d'un spectateur de théâtre, un théâtre de seconde zone pour une pièce de seconde zone également, et qui, eh bien écoutez, suite à la médiocrité de la représentation qui se déroule devant lui, décide tout simplement de se lever, de prendre en otage la salle, afin de convaincre, entre guillemets, en tout cas avec une arme dans les mains, de convaincre les acteurs de jouer quelque chose de plus qualitatif. Et évidemment, dans l'amour que l'on a pour un artiste et pour son style, il y a toujours une part intense de subjectivité, et j'aimerais vous raconter un petit peu la manière dont j'ai rencontré Dupieux. J'en avais déjà parlé dans ma critique du Dain, à l'époque, mais je vais réitérer le récit de cette anecdote. Dupieux, je l'ai découvert avec Rubber. Rubber, je l'ai découvert non pas au cinéma, mais à la télévision, sur Canal+, à 3h du matin. Donc déjà là, vous voyez, on a un beau contexte général entre le demi-sommeil, le rêve possible, qui rend, on va dire, très réceptif à ce type de cinéma. Et il se trouve que à 3h du matin, à ce moment-là, eh bien, je n'étais pas chez moi, j'étais à l'hôpital. J'avais 14 ans, j'étais hospitalisé pour une période de longue durée, et j'avais un masque à oxygène sur le visage, ce qui fait que, je sais pas si vous avez déjà porté un masque à oxygène, je ne vous le souhaite pas, mais en gros ça fait beaucoup de bruit, un masque à oxygène, quand ça diffuse de l'oxygène, et j'entendais assez mal les dialogues en plus de ça. Donc imaginez-vous ça, vous avez un jeune adolescent qui a envie de faire du cinéma, qui est seul dans une chambre d'hôpital la nuit, qui ne peut pas dormir à cause du bruit que fait la machine, et qui se retrouve à tomber sur Rubber. Il y a des souvenirs qui marquent, et il y a des amours de cinéma qui restent. Et ça a été le cas pour Quentin Dupieux, avec justement ce dont je vous parlais, cette déconstruction, cette façon de s'amuser des codes, s'amuser de la narration, cette manière constante qui vise à dire que écrire c'est réécrire, c'est faire exploser et qu'on va recomposer quelque chose à partir des morceaux. Et j'ai retrouvé ça dans Yannick, mais surtout, j'ai retrouvé chez lui ce plaisir absolu de jouer avec le public, de jouer avec sa compréhension de ce qui se passe, de jouer avec son attachement, parfois immoral, parfois douteux, avec les actions d'un personnage. Et voir un cinéaste qui s'amuse, c'est la meilleure manière que l'on a, nous, spectateurs, de nous amuser. Alors voilà, il y a de l'objectif, il y a du subjectif, il y a des histoires personnelles et il y a un amour, tout simplement, du cinéma et du jeu. En tout cas voilà, cher Yannick, cette 10e place est évidente et je te la donne avec plaisir. Numéro 9, La Dernière Reine. Film historique algérien qui nous raconte l'histoire de la figure mythique de la princesse Zafira, alors seconde épouse du roi d'Alger, lors du siège de cette dernière, de la cité, par les Espagnols. Et au cours de ce siège et des impératifs évidemment qui incombent à la situation de guerre, il se trouve que la princesse Zafira va devoir se lier à un corsaire, Barberousse en l'occurrence, personnage historique réel pour le coup, et de cette relation nécessaire en temps de guerre vont commencer à naître des intrigues qui pourraient bien ébranler toute la cour et notre chère princesse, bien évidemment. Alors l'arrivée fracassante de ce film que j'ai découvert dans mes rattrapages et qui se hisse quand même à la 9e place de mon top des films de 2023, elle est assez évidente et elle se base d'abord sur un désamour. Figurez-vous que je n'aime pas les films en costume. Alors je vais m'expliquer, évidemment, je vais vous expliquer pourquoi. Il s'agit pas simplement de dire que je déteste les hommes aux cheveux poudrés et les femmes en robe longue. Il s'agit tout d'abord de dire qu'un film en costume, d'un point de vue de la considération matérielle de la production de ce genre de film, c'est un film qui coûte cher. Parce que ça nécessite énormément de moyens pour retranscrire la réalité visuelle de cette époque.
Et donc, comme c'est un film qui coûte cher, eh bien cet argent, il est nécessaire qu'on le voit à l'écran. C'est une sorte d'impératif de production qui va dicter l'esthétique du film. Ce qui fait que bien souvent, les films en costume sont filmés de manière extrêmement protocolaire. En réalité, qu'on soit en 2023 ou en 1960, la manière de filmer ce type d'histoire, ce type de récit, ce type de personnage, ce type d'environnement n'a pas réellement changé. Ce qui fait que bien souvent je m'ennuie devant ce genre de film, tout simplement parce que tous ces dispositifs esthétiques sont extrêmement attendus. Et ce n'est pas le cas ici. Et c'est la raison pour laquelle j'ai été vraiment frappé par l'énergie et l'inventivité qui se dégagent de ce film, c'est que La Dernière Reine est un film de costume moderne. Ce qui d'ailleurs, d'après les critiques que j'ai pu lire, a pu troubler pas mal de spectateurs et pas mal de spectatrices, parce que ce n'est pas filmé comme un film en costume, justement. Et c'est de ce pari que, selon moi, le film tire toute sa force. Alors comment se transcrit cette modernité ? Eh bien par des choix de cadrage, par des choix de montage, par des choix de narration qui laissent place à l'ellipse, à la dissimulation. On n'est pas du tout dans quelque chose de didactique, dans un récit qui viserait à nous exposer point par point des faits. On est dans le récit d'une vie émaillée de guerres, de trahisons, de conflits et de secrets. Et donc en tant que spectateur, nous n'aurons pas accès à ces secrets. Et le montage peut générer ainsi une certaine frustration, mais qui va nous pousser à nous immerger encore plus dans cette histoire, une histoire qui nous est racontée avec un travail de la caméra, lui aussi empli d'une immense modernité, notamment à travers les choix de focale. On va se retrouver, nous sommes dans un film historique qui raconte une période historique, et l'on va se retrouver avec des fisheye, avec des mouvements de caméra que n'aurait pas renié Michael Bay, je caricature un peu, mais c'est pour vous mettre un petit peu l'eau à la bouche et créer des images qui pourraient vous interloquer quand vous m'écoutez. Bref, on a un film qui n'a pas peur d'être ce qu'il veut, et qui finalement est à l'image du personnage qu'il dépeint, la princesse Zafira, qui est une figure mythique, c'est ce que je disais au début, en tout cas, l'historicité de ce personnage est débattue, encore aujourd'hui, et pour cause, un tel personnage ne devient pas une figure par hasard, car c'est un personnage on ne peut plus subversif. Une femme qui se mêle à des destins on ne peut plus shakespeariens, qui n'a pas peur de revendiquer ce qu'elle veut, ce qu'elle souhaite, quitte à envoyer valdinguer toute l'institution. Finalement, le parcours de la forme, c'est le parcours du personnage. Et si je devais dire une dernière chose pour essayer de vous convaincre, la modernité de ce film, elle n'est pas seulement dans la forme, elle n'est pas seulement dans la manière de narrer ce récit on ne peut plus shakespearien, et c'est aussi pour ça que je l'ai adoré évidemment. Moi je suis très très fan de cette dimension voilà, qu'on retrouve dans la tragédie classique et évidemment chez Shakespeare, mais surtout que c'est un film qui incarne une figure on ne peut plus politique aujourd'hui. Et voir un film se ressaisir du passé pour mieux expliquer le présent, ça a toujours quelque chose d'incroyablement pertinent. Alors écoutez, là je vais faire plutôt court je pense, parce que beaucoup de choses ont été dites, évidemment biopic sur le physicien Oppenheimer qui a été le chef du projet Manhattan, en tout cas le chef scientifique, qui a conduit à la création de la bombe atomique. Alors moi, la seule chose que j'ai vraiment envie de retenir de ce film, outre sa réussite indéniable sur bien des points, c'est d'abord le fait qu'il constitue un braquage dans l'industrie hollywoodienne, et c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de souligner parce que ça me met dans une joie profonde. Imaginez Christopher Nolan, réalisateur extrêmement populaire, auréolé de très nombreux succès, qui débarque dans les studios des producteurs pour leur dire « Écoutez, voilà, mon film va coûter 100 millions de dollars, il sera intégralement filmé en IMAX, donc avec les caméras les plus chères du monde, qui nécessitent un tournage, l'un des tournages les plus chers qui puisse exister. Voilà, et donc en fait mon film va durer 3 heures, donc déjà tu vois, tu imagines la tête des producteurs qui se décompose, et non seulement il va durer 3 heures filmé en IMAX, et en plus ce sera uniquement des chants contre chants dans les couloirs. Alors là, normalement, si t'es un producteur saint d'esprit, tu ne signes pas un tel projet, mais alors quand en plus, une proposition pareille fait 1 milliard au box-office, il y a de quoi être mort de rire. Je suis désolé, mais tout ça me met dans une joie profonde qui me fait dire que le cinéma américain a décidément encore des choses à nous dire, encore des choses à proposer. Mais plus sérieusement, pour parler un petit peu du film, j'ai évidemment beaucoup aimé Oppenheimer, notamment son travail sur le montage et sur le rythme, que je trouve extrêmement intéressant. C'est comme si le film, par un travail de la vitesse constante, essayait de nous faire éprouver physiquement une déflagration permanente d'images qui faisait écho à la déflagration que les personnages évidemment souhaitaient produire en créant la bombe atomique, et cette déflagration permanente déjà me provoque un épuisement physique, et le cinéma, la réception esthétique d'une œuvre, c'est aussi
la fatigue du corps, le corps qui a vécu l'histoire et qui a ressenti, éprouvé les images qui lui sont proposées. Et tout ça, évidemment, ne peut que faire d'Oppenheimer, à mes yeux en tout cas, une grande expérience de cinéma. Et alors, évidemment, si vous ajoutez à cela le travail de ce qui est probablement l'un des meilleurs techniciens actuellement à l'œuvre dans le cinéma mondial, à savoir le chef opérateur Hoyt van Hoytma, qui maîtrise l'IMAX comme personne, et j'ai déjà eu l'occasion de vous parler de mon amour pour l'IMAX ici, tout n'est qu'un plaisir de tous les instants, le tout évidemment mis en musique par un de mes compositeurs actuels préférés, à savoir Ludwig Göransson, qui travaille une musique mutante avec des mélodies qui en permanence oscillent entre l'agressivité pour le spectateur, parce qu'il y a des morceaux qui sont relativement désagréables à écouter en réalité, et qui pourtant toujours sont sous-tendus par une mélodie d'une incroyable puissance. C'est un film d'une incroyable puissance, c'est un braquage industriel, et en plus de tout ça, c'est un succès planétaire, et tout ça me fait dire que une 7e place, eh ben c'est pas cher payé. La femme de Tchaïkovski. Alors là c'est pareil, je vais reprendre un petit peu les arguments que j'ai évoqués à propos de La Dernière Reine. Nous avons un film en costume qui n'est pas filmé comme un film en costume, et pour cause, le réalisateur évidemment est connu pour son travail de la mise en scène extrêmement baroque, extrêmement stylisé, voire surréaliste par moments, et il y a des séquences surréalistes dans La femme de Tchaïkovski, mais ce qui me passionne ici, outre le fait que Tchaïkovski est mon compositeur de musique classique préféré, donc forcément je suis relativement intéressé, on va dire, par un film sur son travail. Ce qui me fascine ici, c'est à quel point le réalisateur déconstruit une figure d'adoration. Moi, c'est quelque chose évidemment qui me plaît, puisque j'ai plutôt une tendance à vouloir déboussoler les idoles, comme vous vous en doutez. Je pense que c'est un trait de personnalité qui peut transparaître de certains de mes contenus, et ici c'est évidemment d'autant plus frappant qu'il s'agit d'une de mes idoles, en l'occurrence Tchaïkovski. Mais surtout, là où c'est particulièrement brillant, je trouve, hein, puisque déboussoler une idole n'a rien de très original dans le cinéma, c'est que ce déboulonnage est fait à travers un personnage qui est le seul qui aurait véritablement voulu être aimé de cette idole, à savoir sa femme, et qui n'a jamais reçu le moindre amour. C'est-à-dire qu'on nous expose un personnage idolâtré qui finalement est une sombre merde, en tout cas dans le privé, je pense qu'on peut le dire, à travers le regard de la personne qui l'a sans doute le plus aimé. Et tout ça me fait dire, d'une part, que le parti pris est brillant, mais surtout, c'est une excuse formidable pour aborder un pur thème de scénario à l'enjeu quasi mythologique, à savoir la folie que peut causer l'amour. Et ça, c'est quelque chose qui est absolument palpable en permanence dans le film, cette idée que l'amour est la chose la plus puissante du monde, ça peut tout créer et ça peut tout détruire. Et alors je vais pas dire à l'instar d'Oppenheimer, parce que le contexte est quand même relativement différent entre les deux films, mais il y a quelque chose dans La femme de Tchaïkovski qui relève de ce même effet de déflagration sur le corps du spectateur. Et c'est quelque chose qui est vraiment difficile à décrire. J'ai essayé un petit peu avec Oppenheimer, mais ici, on n'a pas ce même travail sur la vitesse, on n'a pas cette même, on va dire, cohérence de la forme par rapport à la forme physique de la matière. Ici, on a vraiment une pure sensation physique de violence qui nous est faite. En sortant de la salle à l'époque, j'avais décrit le film en disant c'est un uppercut, pour me moquer un peu de l'expression film coup de poing, vous savez qu'on dit très souvent, mais là pour le coup c'est vraiment ça. J'ai eu l'impression que le film m'attendait dans une ruelle et qui m'a tabassé la gueule à coups de barre de fer. Donc si vous voulez, c'est une sensation à laquelle je ne m'attendais pas finalement en rentrant dans la salle voir un biopic sur Tchaïkovski, et j'ai beaucoup aimé ça. Et c'est là où je dois commencer, vous vous en doutez, à me questionner évidemment sur mon rapport à la fiction, mais quelque part évidemment je le connais ce rapport, j'aime la fiction, j'aime le cinéma parce que ça me permet de vivre des choses avec une intensité dont manque parfois la réalité, faut bien être honnête. Et cette intensité-là, je la retrouve dans La femme de Tchaïkovski, et notamment aussi dans le pur plaisir de mise en scène esthétique, le pur travail de la surprise aussi, de la forme que prend le film. Je veux pas trop vous spoiler évidemment, parce que c'est vraiment un film duquel je ne savais pas grand-chose avant d'aller le voir, et je pense que ça a beaucoup participé à mon amour pour celui-ci, mais le film mute en permanence. Vous allez voir, je ne veux pas trop en dire, mais il y a quelque chose, des notes de musique aux différentes tonalités qui courent sur la feuille, et c'est comme si chaque scène avait une tonalité complètement différente et était filmée de manière complètement différente, et cette énergie-là, cette tempête-là, c'est définitivement l'un des plus beaux moments de cinéma de l'année. Numéro 6,
Tar. Alors évidemment, c'est assez marrant que ce film-là se retrouve juste après La femme de Tchaïkovski, puisque dans les deux cas, nous avons deux films qui dissèquent la figure d'un compositeur, du passé pour Tchaïkovski est réel, et fictif et contemporain dans le cas de Tar. Mais surtout, évidemment, ce qui est intéressant, c'est la manière dont l'idolâtrie que l'on peut faire aux artistes est totalement déconstruite par le film. Et évidemment, je ne peux pas m'empêcher de remarquer que ces deux films, qui ne traitent ça qu'au travers de la musique, mais évidemment, on sait que la nécessité de déconstruire l'idolâtrie faite aux monstres est une thématique politique extrêmement contemporaine et qui nous a bien pété à la gueule, notamment cette année. Et là où vraiment Tar, pour moi, va se singulariser par rapport à La femme de Tchaïkovski, c'est que là où chez Tchaïkovski, dans La femme de Tchaïkovski, je veux dire, on avait une réflexion presque plus romantique, finalement, sur la question de l'amour comme poison, etc. Dans Tar, pour moi, on est vraiment sur quelque chose d'encore plus mythologique, à savoir une réflexion sur la question du diable. Non pas que, évidemment, le personnage de Tar, interprété par Cate Blanchett dans le film, soit concrètement le diable, hein, il ne s'agit pas d'un film fantastique, mais c'est une variation autour de cette thématique, à savoir un personnage qui véritablement est montré tout au long du film comme l'une des pires saloperies qui peut exister dans l'histoire de l'humanité, à savoir une manipulatrice qui détruit tout ce qu'elle touche et qui en même temps promet monts et merveilles. C'est-à-dire qu'on est vraiment purement, littérairement, quelque part, dans la figure du diabolique. Et là où je trouve ça extraordinaire, quelque part, d'avoir fait ce choix, c'est de l'avoir fait au moment, évidemment, enfin, dans une ère post-MeToo. Et donc, rien qu'avec ce résumé, vous comprenez la pertinence extrême que je peux trouver à ce film, la manière dont il réinterroge les questions politiques et sociales contemporaines pour les faire monter dans une dimension mythologique, qui est un mouvement qui me passionne. Moi, j'adore quand on prend le présent et qu'on prend le politique pour en faire quelque chose que n'auraient pas renié les mythes grecs ou latins, par exemple. Mais surtout, cette hypermodernité, donc mythologique, comme je le disais, elle travaille vraiment, et c'est ça aussi qui me passionne encore une fois, c'est qu'on retrouve cette bicéphalité, je ne sais pas comment le dire autrement, mais c'est-à-dire ces deux dimensions qui coexistent en un seul et même film, on le retrouve aussi dans la forme, avec une mise en scène qui va osciller entre la chirurgicalité d'un Haneke, carrément, n'ayons pas peur des mots, et un baroque qui va nous rappeler par certains moments le travail d'un Milos Forman sur Amadeus. Et justement, cette ambiguïté de la mise en scène, c'est évidemment une ambiguïté de la forme, un film au visage changeant qui, évidemment, nous rappelle la duplicité du diable et du malin. Et vraiment, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas vu ce film et qui ne comprennent pas d'où vient cette énergie critique pour le défendre et pour le porter au nu, mais véritablement, ça faisait longtemps que j'avais pas vu un film, d'une part avec un antagoniste en personnage principal, parce que c'est vraiment une connasse, je veux dire, enfin faut dire les termes quoi, impossible de s'attacher à elle, en tout cas selon moi, et pour autant, la fascination qu'exerce cette monstruosité sur le spectateur, elle est indéniable. Et interroger cette fascination monstrueuse, c'est finalement la meilleure manière de se confronter à nouveau à la question du monstre et de s'interroger sur la meilleure manière de le combattre. C'est un très grand film, Tar, un film d'un réalisateur qui a fait très très peu de films, et ça m'attriste évidemment parce que j'aimerais le voir dans nos contrées plus souvent. Il y a un tour de force qui s'est opéré devant nous, en tout début d'année en plus, et je ne peux que vous recommander de rattraper tout ça. Numéro 5, La Passion de Dodin Bouffant. Alors sur celui-ci, je vais faire assez court, en tout cas je vais essayer, puisque c'est ce que je vous promets depuis le début de cette vidéo, mais pour le coup j'en ai parlé dans l'émission Le Cercle, où j'étais chargé de présenter et de défendre le film, donc je vous invite à aller voir mon passage sur ce film dans l'émission, je vous mettrai le lien évidemment en description pour que vous puissiez faire ça, mais pour résumer un petit peu, j'ai pleuré devant une sole préparée à la crème. La Passion de Dodin Bouffant m'a provoqué un sentiment qui est probablement l'un des plus beaux que l'on peut éprouver devant un film, je sais pas ce que vous en pensez, qui est celui de se rendre compte que l'on est extrêmement ému par ce qui se déroule à l'écran, sans que l'on arrive à comprendre pourquoi. J'ai vraiment vécu ce film comme un îlot de douceur, et je suis très admiratif de la mise en scène de Tran Anh Hung sur ce film. D'ailleurs, il a reçu le prix de la mise en scène à Cannes, et il y a une raison. J'en parle dans l'émission du Cercle où j'analyse un peu une séquence du film. Il y a un travail de la douceur et de l'évidence. C'est quelque chose que j'avais déjà abordé dans un de mes épisodes, qui est la question de la suavitas, qui est une notion littéraire qui sert à décrire en fait l'hyperfluidité, le travail en fait sur l'enchaînement naturel et évident entre les idées et les phrases qui nous fait expérimenter le récit à nous, lecteurs, spectateurs, comme un flot continu.
l'idée d'être totalement emporté, d'être porté par le vent, en quelque sorte, et c'est un sentiment extrêmement agréable, et que l'on peut retrouver notamment chez des auteurs comme La Fontaine, qui a beaucoup été étudié autour de cette question. J'ai fait prépa littéraire, je vous en supplie, sauvez-moi, l'institution a mis des verrous dans ma tête, je n'arrive pas à me libérer. Et comprenez-moi bien, quand on a été à ce point-là bouleversé par un film, c'est difficile d'en parler parce que le sentiment d'être touché au cœur par le travail d'un artiste, le sentiment vraiment d'avoir vécu quelque chose qui relève presque de l'oubli du monde, moi c'est quelque chose que j'ai expérimenté dans ce film, l'idée que le monde extérieur n'existait plus, que j'étais sur une île, que j'étais dans un oasis de paix, d'amour, de douceur, et que j'avais envie de vivre dans ce film, avec ces personnages. C'est un sentiment qui, finalement, emporte tout. Et tous les arguments que je pourrais vous donner autour du film pour vous convaincre que c'est un grand film, j'ai envie de les taire et de vous conseiller simplement d'éprouver la physicalité de la douceur. Je parlais, pour les films précédents, de ce qu'il pouvait y avoir d'hyper intense à ressentir la violence, la déflagration. Et bah ça peut être tout aussi intense qu'un film vous fasse éprouver une caresse. Et je crois que d'une caresse, on en a toutes et tous bien besoin. Numéro 4, Les filles d'Olpha. Alors ici, changement de registre, nous sommes sur un documentaire. Un documentaire où la réalisatrice rencontre Olpha, une mère de famille, qui a perdu 2 de ses filles. Elles sont 4. Et afin de raconter au mieux l'histoire de cette famille, de la relation entre cette mère et ses filles, eh bien les 2 filles manquantes, on apprendra plus tard dans le film pourquoi est-ce qu'elles sont manquantes, ces 2 filles vont être jouées par des actrices, afin de pouvoir au mieux reconstituer leur vie de famille. Et donc ici, vous le comprenez bien avec mon résumé, on se retrouve sur un protocole formel dont l'objectif va être d'interroger en permanence la vérité de ce qui est reconstitué. C'est donc un film qui met en scène des événements qui se sont réellement déroulés par le biais d'acteurs, et nous avons les personnages, les protagonistes réels en fait de l'histoire, qui commentent la véracité de ce qui est joué, qui participent à la construction du souvenir. Et la première chose que j'ai envie de souligner avec ce film, c'est à quel point il est passionnant sur la question du cinéma. Il y a des films comme ça, c'est le premier de ce top, enfin Yannick évidemment le faisait un peu en tout début, mais d'une manière plus joueuse. Ici, on a un film qui réfléchit à ce que c'est que le cinéma. À quoi ça sert le cinéma? Pourquoi est-ce que l'on fait des films? Et l'une des raisons de faire des films, qui a notamment été revendiquée au plus tôt, André Bazin, par exemple, a beaucoup travaillé sur cette question, le critique, c'est la question de l'art du fantôme. Le cinéma permet de saisir le temps. Le cinéma est le moyen aujourd'hui le plus perfectionné qu'a trouvé l'homme de photographier le passé, en quelque sorte, et de pouvoir le revivre en mouvement à l'infini. Et tout le travail finalement de mise en scène de ce documentaire ici, c'est de travailler cette question de la mémoire, du cinéma comme un art de mémoire, de recréation de moments. Et c'est d'ailleurs extrêmement bouleversant de voir à quel point ces reconstructions, notamment avec les actrices, peuvent faire pleurer, fondre en larmes les vrais protagonistes qui revivent en quelque sorte d'une manière assez étrange, parce que ce sont des fantômes, c'est un mirage et tout le monde le sait sur le plateau, et pourtant l'émotion naît, l'émotion du passé renaît. Et évidemment, quelqu'un comme moi qui aime le cinéma, j'allais dire plus que tout, faut peut-être pas exagérer, mais en tout cas j'aime bien l'art cinématographique, voir un film qui s'interroge sur l'utilité même de faire des films, c'est toujours quelque chose d'essentiel et qui fait avancer, selon moi, le cinéma. Mais surtout travailler une telle forme, déconstruite et reconstruite, travailler la question des fantômes, la question de la place qu'ils ont et la manière dont ils continuent de nous hanter pour raconter une telle histoire, parce qu'évidemment je n'ai pas évoqué quel était le destin de cette famille, et je veux pas trop vous en dire, parce que moi-même j'ai été surpris et happé par le tourbillon que vivent ces femmes, donc il y a beaucoup l'esthétique du tourbillon qui revient dans ce classement, c'est une bonne chose. Je préfère vous laisser éprouver ce qui s'est passé de la manière dont moi je l'ai éprouvé. La seule chose que je peux vous dire, c'est que vous en ressortez pas indemne de tout ça. Et voir que le cinéma peut avoir une utilité pour les gens, voir que on peut se construire et se reconstruire à travers le cinéma, c'est quelque chose qui vient me chercher, évidemment, qui vient me toucher là où je suis le plus sensible.
Et malgré toute la difficulté, toute la violence de ce film, parce que voilà, soyez prévenus quand même, c'est assez dur ce qui se déroule devant nous. Et d'ailleurs passionnant évidemment de voir les acteurs avoir des remords à jouer ce qu'ils doivent jouer, par exemple. Extrêmement intéressant et puissant de voir ça à l'écran, de voir ça être interrogé. Mais n'hésitez pas, malgré cette violence-là, à vous saisir de ce qu'il peut y avoir de magnifique là-dedans, parce que vous en ressortirez bouleversé. Moi, je l'ai été. C'était une grande claque, et je suis très heureux de l'avoir rattrapé in extremis, puisque c'est le dernier film que j'ai vu avant de réaliser Stop. Numéro 3, The House, ou Skinamarink, dans sa version originale. Alors ici, je vous préviens, c'est l'aspirant réalisateur en moi qui va parler, puisque The House est un film expérimental qui a coûté 15 000 $, tourné dans la maison du réalisateur du film, avec ses propres moyens et son propre matériel. Donc si vous voulez, moi, tout de suite, je suis dedans. C'est-à-dire, tout de suite, j'achète la proposition. Voilà l'idée que n'importe qui peut faire du cinéma, que la force créatrice d'un artiste ne réside pas dans le coût d'un projet, mais dans l'énergie qu'il met et dans la volonté qu'il a de défendre après tout ses idées, et que l'on peut faire de grandes choses, faire éprouver de grandes choses avec finalement si peu. Et la preuve, Skinamarink est numéro 3 de ce classement. Alors pour celles et ceux d'entre vous qui ne voient pas du tout de quoi il s'agit, et pour cause parce que le film est vraiment passé inaperçu, c'est un truc vraiment obscur, Skinamarink nous raconte, et je mets des guillemets à raconte parce que la notion expérimentale que j'évoquais un peu avant se retrouve pas simplement dans la forme mais aussi dans la narration. En gros, il y a deux gamins qui se réveillent dans une maison la nuit, leur maison, et leur père n'est pas là. Leur père n'est pas là, leur mère non plus, et il n'y a plus de fenêtre dans la maison. Et ils vont devoir passer la nuit, plusieurs nuits, des jours, dans une maison dans laquelle ils ne peuvent pas sortir sans qu'à aucun moment il ne nous soit donné de réelle explication sur pourquoi toutes les fenêtres ont ainsi disparu. Et c'est terrifiant. Voilà, non mais parce qu'il faut le dire, The House est un film d'horreur, et il travaille une horreur mais pas n'importe laquelle. Cette horreur, c'est ce qu'on appelle l'horreur cosmique, ou l'horreur par soustraction. C'est quelque chose qui a beaucoup été travaillé notamment par Lovecraft, à travers les figures des grands anciens, c'est-à-dire que, si vous voulez, c'est l'horreur qui est basée sur ce qui est tellement plus grand, plus fort, tellement au-delà de l'humanité, que nous ne pouvons nous sentir que minables et en danger face à cette immensité. C'est le frisson du fait que nous ne sommes rien. On retrouve des héritiers évidemment de ce travail de l'horreur cosmique, notamment par exemple dans un livre qui s'appelle La Maison des Feuilles, dont selon moi The House est extrêmement inspiré, puisqu'on retrouve beaucoup de choses qui ressemblent au travail de construction et de déconstruction de cette horreur cosmique. Et lorsque j'évoquais la notion d'horreur par soustraction, ce que je voulais dire, c'est que nous avons ici un film qui a finalement extrêmement peu d'effets horrifiques, et qui va se baser quasi exclusivement sur la question de « y a-t-il quelque chose dans ce noir auquel font face les personnages ?» Et il n'y a rien de pire, finalement. C'est-à-dire que moi, en fait, si vous voulez, moi j'ai toujours une problématique avec la question du cinéma d'horreur, c'est que très peu de films arrivent à me faire peur. Voilà, parce que lorsque je vois une figure horrifique dans un film, lorsque je vois une situation horrifique dans un film, il y a toujours quelque chose qui vient me rappeler que ce que je regarde est un film. En fait, j'achète pas, si vous voulez. Et finalement, pour ressentir, éprouver au plus profond de soi l'intensité d'une horreur, enfin de ressentir la peur, quoi, tout simplement, devant un film, il faut acheter ce qui se passe devant nous. Et là, il y a rien, en fait, devant nous. Et c'est ce rien, là, cette idée que y a-t-il ou pas quelque chose dans le noir, et parfois il y aura, parfois non, qui va nous plonger dans une espèce de tension générale tout au long du film, parce que le film est assez long en plus, il dure presque 2 heures, et donc vous avez 2 heures de gamins qui sont tout seuls perdus dans le noir et qui entendent des bruits autour d'eux. Et ben moi je peux vous dire que autant au départ tu te dis ah c'est intéressant comme travail, et au bout d'un moment l'attente et la frustration du spectateur du fait que tu sais pas s'il y a quelque chose qui va jaillir, et le fait qu'il y ait quelque chose qui de temps en temps jaillisse avec des effets d'horreur qui sont parmi les plus, enfin voilà, d'une simplicité et pourtant d'un brio absolument exceptionnel, tout ça te met, j'en ai des frissons là en vous en parlant, tout ça te met dans une tension qui n'est pas sans rappeler ta peur du noir quand tu étais enfant. Et retrouver ce sentiment-là dans un film d'horreur, mais c'est merveilleux. C'est merveilleux, et c'est selon moi, ce à quoi tous les films d'horreur devraient tendre.
nous remettre dans cette position d'extrême faiblesse, nous remettre dans ce berceau, à regarder vers le plafond et à se demander qu'est-ce qui vient d'entrer dans la pièce. C'est ça la vraie horreur, c'est ça l'horreur la plus viscérale. Et tous ces sentiments-là, d'une brutalité et d'une puissance extraordinaire à éprouver devant une œuvre d'art, tout ça nous a été fait éprouver avec 15 000 balles de budget par un mec qui a fait ça tout seul dans la maison de sa daronne. C'est une claque, en tout cas moi en ce qui me concerne. Je suis extrêmement admiratif de ce film et de ce qu'il parvient à accomplir avec si peu. Et surtout, il est là pour nous rappeler l'une des plus belles et des plus importantes idées autour du cinéma, à savoir que le cinéma, c'est d'abord un geste. C'est d'abord la passion d'un artiste, avant d'être quoi que ce soit d'autre. Numéro 2, Master Gardener. Alors ici, je m'y attendais pas. Je vais pas vous mentir, me prendre une telle claque, voir un si petit film qui non pas avait été conspué par la critique, mais qui en quelque sorte avait été poliment ignoré. Un petit film d'un auteur qui, en gros, ce que j'avais cru comprendre, des échos qui entouraient le film, était un auteur qui nous ressassait encore et encore les mêmes thèmes et qu'il était peut-être temps papy d'aller se coucher et d'arrêter de faire des films. Et pourtant la claque fut immense. Elle fut immense à tel point que Master Gardener se retrouve deuxième de Stop. Alors je vais essayer de ne pas paraphraser la vidéo que j'avais fait à l'époque, que je vous invite à aller découvrir, où je défendais notamment l'idée que ce film était tout sauf simpliste, mais qu'il était en réalité le résultat d'un travail d'épuration de la forme, qu'en fait Schrader travaillait depuis des années sur la même forme et les mêmes thèmes afin d'arriver à la version la plus parfaite, en quelque sorte, de cette histoire, et qu'il y était parvenu, selon moi, avec Master Gardener. Et je comprends qu'un tel minimalisme narratif, qu'une telle pureté, qu'un tel scénario qui va à l'os à ce point-là puisse susciter, notamment lorsque l'on aime plutôt les films fastes, on va dire, et baroques, puisse susciter un certain énervement, voire un certain désintérêt. C'est quelque chose que je comprends tout à fait, et en effet, il y a quelque chose d'incroyablement austère dans Master Gardener, mais je pense que cette austérité est le terreau préalable à la naissance d'un des moments de cinéma les plus purs de 2023. Parce que cette pureté, si vous voulez, elle ne vient pas simplement de la forme, elle se trouve aussi dans le scénario et dans son potentiel subversif, auquel je ne m'attendais pas. Le film, très concrètement, raconte l'histoire d'un ancien criminel qui s'est reconverti, qui a abandonné ses anciennes idées et qui cherche à mener une vie juste, qui cherche à se faire pardonner. Et lorsque, après avoir vu le film, je suis allé lire les avis parfois très agressifs qui avaient été écrits à son encontre, je me suis rendu compte que faire un film sur la question du pardon au sens chrétien, c'est-à-dire presque pas au sens moral, mais vraiment la question du pardon comme valeur divine, cette idée qui peut nous paraître saugrenue alors qu'aujourd'hui la question de l'accusation est un combat politique de tous les jours, cette idée pourtant religieuse et présente dans toutes les religions qui est que les dieux pardonnent, et pardonnent unilatéralement, c'est-à-dire y compris aux criminels que nous cherchons par tous les moyens pour des convictions politiques qui nous semblent justes, nous cherchons à les condamner. Il y a quelque chose de profondément anti-moderne là-dedans. Mais quand je dis anti-moderne, je ne veux pas dire réactionnaire. Je veux dire anti-moderne dans le sens théologique. Et de cette idée qui, finalement, demande une force incommensurable, à savoir, suis-je véritablement capable de pardonner, comme Dieu te pardonnera. C'est-à-dire que vous voyez, on parle toujours du cinéma, il y a cette grande idée de le cinéma est-il fait pour faire éprouver ou le cinéma est-il fait pour faire réfléchir ? C'est une grande question qu'on peut se poser. Et moi, j'ai toujours eu tendance à dire que le cinéma, c'est fait pour faire éprouver. Voilà, que le cinéma, c'est de l'esthétique, c'est-à-dire que c'est ce qui fait appel au sens, et que donc, eh bien, nous sommes là pour vivre un film avec notre corps. Et ce que Master Gardener m'a prouvé, c'est que j'avais tort de me limiter à ça. Parce que je me suis rendu compte que poser une question d'ordre philosophique, moral, théologique, en fait, réfléchir à cette question à travers le film, ça pouvait venir me chercher dans mes viscères, ça pouvait venir m'atteindre dans mes boyaux. Je ne pensais pas que la réflexion morale d'un film pouvait venir me chercher aussi loin. Et alors, en plus, quand je m'attendais à voir en salle un tout petit film poliment ignoré par tout le monde, je peux vous dire que le choc a été d'autant plus intense. C'est très loin d'être le film de trop d'un auteur qui a déjà tout raconté. C'est l'aboutissement de la réflexion d'un cinéaste.
c'est l'aboutissement de la recherche d'une forme. C'est le travail d'une vie, Master Gardener. Je le crois vraiment. Et un film comme ça, il faut pas passer à côté. Il y a une vidéo sur la chaîne si vous souhaitez en savoir plus, et de mon côté, il est temps de passer au numéro 1. Numéro 1, De Humani Corporis Fabrica. Je l'ai vu tout début janvier. J'ai su immédiatement que c'était mon film de l'année. De Humani Corporis Fabrica est un documentaire expérimental sur la médecine réalisé par Lucien Castan-Taylor et Verena Paravel, qui sont parmi mes réalisateurs préférés. C'est un duo de réalisateurs qui travaillent ces sujets documentaires non pas comme des sujets informationnels, c'est-à-dire que l'idée n'est pas de nous en apprendre, mais ce sont des documentaristes qui cherchent à nous faire éprouver la réalité matérielle de ce qu'ils filment. Dans De Humani Corporis Fabrica, vous n'apprendrez rien sur la médecine. Enfin si, peut-être. Mais surtout ce que vous verrez, ce sont des images de médecine. Ce sont des images d'opération. Ce sont des discussions auxquelles vous n'avez jamais eu accès. Ce sont des malades que vous n'avez jamais rencontrés. Ce sont des images que vous n'avez jamais vues. Et in fine, c'est ça qui me fait mettre chacun de leurs films que je vois en première place de tous mes tops, tous les ans, dès qu'ils sortent un film. C'est que Verena Paravel et Lucien Castan-Taylor, par leur volonté de rendre compte de la réalité, produisent des images que nous n'avons jamais vues. C'est étrange à dire. C'est étrange à dire et c'est difficile à faire comprendre. Et j'en ai conscience parce qu'on se dit mais comment ça, des images que l'on n'a jamais vues? Si, en ce qui vous concerne, vous avez déjà vu des plans filmés avec une caméra qui a été mise à l'intérieur du cerveau d'un être humain, ce film n'est pas fait pour vous. Si au contraire, vous faites partie des gens qui n'avaient jamais vu de plan avec une caméra filmée à l'intérieur du cerveau d'un être humain, ce film est pour vous. Voilà, je le résumerai un petit peu comme ça. Leur travail à ce couple de cinéastes est l'une des plus belles choses que je peux voir et connaître au cinéma, parce qu'il me rappelle toujours cette idée extraordinaire et qui me pousse à avancer et à continuer de me battre pour essayer de travailler dedans, de continuer à en parler, de continuer à réfléchir dessus. C'est qu'à travers leur volonté d'expérimenter l'image, de montrer ce qui n'a jamais été vu, de montrer ce que eux-mêmes n'arrivent pas à comprendre, tellement cela leur semble étrange, cette idée que la réalité en elle-même est hallucinatoire, leur travail de cinéaste me propose des choses que je n'ai jamais vues. Et à chaque fois que je vois un de leurs films, je me dis, le cinéma a encore des choses à nous dire. Je n'ai pas tout vu. Des bons films, tous les ans, il y en a plein. Et il y en a eu beaucoup dans Stop. Mais des films qui, lorsqu'on les regarde, nous font nous dire que le cinéma est un art qui continue à avancer. Que le cinéma n'est pas un art qu'il s'agit simplement de tailler de la bonne façon pour faire un bon film, alors que tout aurait déjà été raconté et tout aurait déjà été filmé. Il y a des films, comme De Humani Corporis Fabrica, qui nous font nous dire que le cinéma est un art vivant, que le cinéma est un art qui va de l'avant, que le cinéma a encore tellement de choses à nous offrir. Armez-vous de courage et recevez ce message qui vous est transmis, qui est qu'il y a encore tant de choses à inventer. Je vous remercie de m'avoir consacré un peu de votre temps pour le passer en ma compagnie et que l'on puisse parler de films ensemble. J'espère que vous avez pu découvrir des films, que vous avez été intrigué par certains, que vous avez été horriblement énervé par certains de mes autres choix. Et surtout, n'hésitez pas à me partager, vous, vos recommandations, parce que ça fait toujours plaisir de découvrir des films et je suis sûr et certain qu'il y en a plein parmi vos tops que je n'ai pas encore vus. De mon côté, je vous dis à très vite, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Canal+, que ce soit avec des courts-métrages. Bref, je vous dis à très vite et je vous souhaite une excellente année 2024 et plein de merveilleux films et de merveilleux moments de cinéma ou de vie réelle, parce que ça vaut le coup quand même aussi de temps en temps. Bref, passez une très bonne année.